Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Laure Bonneau-Ponticelli, je suis professeure au Muséum national d'histoire naturelle. Et ma thématique, enfin en tout cas la thématique de l'équipe, c'est système nerveux et organes sensoriels chez la Sèche Sepia officinalis. Donc on a une approche qu'on dit éco, évo, dévo. Éco pour écologie, c'est-à-dire qu'on prend en compte les facteurs environnementaux et vous allez voir que le facteur qu'on prend en compte principalement pour le moment, c'est la lumière. Évolution pour Evo, donc, et développement pour Devo, c'est-à-dire qu'on va étudier la bête en développement, et vous voyez ce petit embryon là au stade 25, ce petit embryon de sèche, pour essayer d'inférer des hypothèses évolutives. Alors, des hypothèses évolutives sur l'évolution des organismes, l'évolution des espèces, et toujours en prenant en compte l'environnement. Alors, évidemment, le Muséum national d'histoire naturelle, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau salée, sachant que les céphalopodes ne vivent que dans l'eau salée. Et c'est pourquoi je suis absolument obligée d'aller à la station biologique marine de Roscoff pour faire mes expérimentations. Donc, station biologique de Roscoff, qui est dépendante de Sorbonne Université et qui appartient au réseau des stations marines EMBRC France et évidemment EMBRC Europe. Alors, je remercie François de me permettre de vous parler des céphalopodes dans le cadre de cette décennie sur l'océan et plus particulièrement dans la thématique de l'océan inspirant. Alors, les céphalopodes sont-ils vraiment des champions de l'adaptation au changement? Alors, c'est d'abord un groupe majeur de mollusques, donc qui fait partie des mollusques au même titre que le gros escargot de Bourgogne et de nombreux gastropodes terrestres, les coquilles Saint-Jacques, les moules, etc. Vous voyez que la sèche, déjà, elle se différencie un petit peu de ces autres mollusques qui ne sont pas en général très à considérer parce qu'ils ont beaucoup moins de caractéristiques intéressantes, comme on va le voir tout de suite. Dans les céphalopodes, il y a deux groupes principaux. Il reste un seul groupe qui a une coquille externe calcifiée, qui sont les nautiles, qui sont uniquement dans la zone indo-pacifique. Et puis, il y a tous les autres, les pieuvres, les sèches, les calmars et les sépioles, qui, eux, n'ont plus de coquille externe protectrice, mais dont on peut, du coup, voir les très jolies couleurs. Alors, les céphalopodes sont-ils des animaux inspirants ? Alors, jusqu'à maintenant, on les a plutôt classés en littérature dans le côté obscur de la force. Je dirais que les céphalopodes ne sont pas des animaux qui sont spontanément très aimés. En général, on les considère plutôt comme des animaux un peu dégoûtants, un peu muqueux, un peu assez mous, c'est ignoble, etc. Et même dans le cinéma récent, quand ils ne sont pas considérés comme de la mafia et des ennemis, je ne parle pas au niveau politique, de la manière dont ils sont considérés, mais on voit que même dans La Petite Sirène, c'est la pieuvre qui est une vilaine sorcière. Alors heureusement, il commence à être un petit peu réhabilité, et particulièrement grâce à ce documentaire qui s'appelle My Octopus Teacher, et qui est sur Netflix. Alors, j'ai dû demander les codes à mes enfants parce que je n'avais pas leur jeu médecin. Voilà, ici, ça va être mieux. Voilà, et qui est un documentaire extrêmement intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un documentaire qui se différencie beaucoup des documentaires qu'on voit jusqu'à maintenant dans les documentaires dits animaliers, où il y a une tendance à l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme qui est assez exaspérante par rapport à la manière dont on décrit le monde animal. Et là, au final, la façon dont le documentaire est tourné, c'est presque pour ça que ça s'appelle My Octopus Teacher, c'est qu'est-ce que nous apprend le monde animal, et en particulier cette magnifique pieuvre qui meurt à la fin, donc ça se termine très mal, je spoil un peu, mais en même temps, c'est la vie animale, on n'y peut pas grand-chose. Alors, quand je parlais d'anthropocentrisme, vous voyez ici qu'on va très très loin, c'est-à-dire je vous laisse lire cette petite BD, c'est-à-dire il faut que ce soit quelqu'un de brillant pour nous abuser si longtemps, et bien évidemment sort dans la presse, mais dans la presse scientifique aussi, l'intelligence du poulpe. Alors, les céphalopodes sont-ils intelligents ? Alors, c'est là où on voit que dans la mesure où l'animal est capable de faire un certain nombre d'actions qu'on est capable, nous, d'interpréter, c'est-à-dire qu'il a des capacités d'apprentissage, et comme on est capable de les interpréter, comme on est capable de dire « Ah, il fait comme nous », c'est donc qu'il est intelligent, parce que nous, on est intelligent.
voyez, donc en fait, il y a une espèce de dérive là qui se produit parce qu'on nous met, nous, au centre du référentiel d'interprétation. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence chez les humains. Vous imaginez bien que chez les poulpes, je le sais encore moins, même si c'est mes animaux préférés. Donc, ils ont des capacités d'apprentissage. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est-à-dire 2 ou 3, eh bien, on a vu, ou on se souvient en tout cas des films du commandant Cousteau, du céphalopode, de la pieuvre qui ouvrait un bocal pour réussir à trouver le crustacé à l'intérieur, évidemment pour le manger, parce qu'il faut qu'il y ait un but à toute action. Là, vous êtes ici, on ne va pas vous donner à manger après. Vous, c'est uniquement pour apprendre des choses. Mais la bête, c'est pour manger. Et vous avez encore des petites séquences, là, des youtubeurs qui refont cette expérience mythique de la pieuvre arrive à ouvrir un bocal. Alors, en quoi c'est extraordinaire et en quoi ça nous fascine, c'est parce que la bête est capable de faire une action que nous, on connaît bien, mais avec des organes qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'elle a un bras. Elle a un bras avec des ventouses, c'est pas du tout la même chose que nous, et pourtant elle ouvre le bocal, elle comprend qu'il faut faire une rotation. Et c'est d'autant plus extraordinaire que ces bêtes sont capables d'apprendre en regardant un tuto. Alors ça, je ne vous le montrerai pas, mais c'est assez fascinant, c'est-à-dire qu'en regardant un tuto, elle est capable de faire une action qu'elle n'avait pas réussi à résoudre auparavant. Alors comment elle fait ? Eh bien, elle fait grâce à son système nerveux central, grâce à ses yeux, grâce à ses lobes optiques et son cerveau. En fait, dans la partie antérieure, donc là où il y a les bras, ce sont des bras, ce ne sont pas des tentacules, ce sont des bras, ce ne sont pas des tentacules. Voilà, il faut que vous reteniez ça à la fin de cette conférence, ce sont des bras. Donc, la bête a des bras qu'elle arrive évidemment à manier d'une manière extraordinaire grâce à son cerveau. Le cerveau est entre les deux yeux. Le cerveau, il est enfermé dans une capsule cartilagineuse. Le cerveau, il a un certain nombre de lobes et c'est fonctionnellement hiérarchisé. C'est-à-dire qu'il y a des centres de la mémoire, des centres de l'apprentissage, des centres moteurs qui vont permettre de bouger les bras, les nageoires, le manteau, etc. Et donc, chacun de ces lobes va être dédié à une fonction précise, une fonction d'analyse sensorielle, une fonction d'analyse motrice. Ce cerveau, il est relié à 2 lobes optiques. Les lobes optiques, c'est 90% du système nerveux central. Donc, c'est énorme en termes de neurones. D'accord ? Et c'est énorme parce qu'il capte les informations visuelles qui viennent directement des yeux. On reviendra sur les yeux après. Et puis, au niveau périphérique, vous avez aussi des organes et vous avez surtout, j'attire tout de suite votre attention là-dessus, la peau et les chromatophores. Alors, les céphalopodes, il y a une grande diversité morphologique. C'est des bêtes qui vont de 1 cm jusqu'à 15 mètres avec le fameux calmar géant. Évidemment, le calmar géant, il fait 15 mètres, mais parce que c'est quand on prend en compte les bras, les 8 bras et les 2 tentacules. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez après. Ils habitent toutes les zones de l'océan, de la zone côtière jusqu'aux zones extrêmement profondes. Et tout l'océan mondial. C'est-à-dire qu'ils ont une distribution qui est extrêmement large. Alors évidemment, il y a des espèces, enfin des groupes, par exemple les calmars, qui sont plutôt pélagiques, vont se trouver plutôt dans l'océan au large. Et puis les sèches et certaines pieuvres vont se trouver plutôt sur les zones côtières. Ce sont des animaux qui sont essentiels dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'on vous a dit tout à l'heure, et ça c'est une composante extrêmement importante sur la manière dont on considère l'océan, c'est que très souvent, on a tendance à considérer un compartiment qui est dissocié des autres. Ce qui est important, c'est de considérer le tout dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que quand on perturbe un étage, tout l'écosystème est perturbé. Les céphalopodes sont des consommateurs secondaires, ce sont des top prédateurs, ils sont en haut de la chaîne alimentaire exactement comme les poissons. D'accord ? On voit ici, alors bon, c'est un peu compliqué, mais vous voyez par exemple, ça c'est une représentation du réseau trophique au niveau antarctique, je crois, et vous avez les céphalopodes, c'est-à-dire la petite patate rouge. Vous voyez son importance par rapport, en termes de quantité, son importance par rapport au réseau trophique général. Donc, les céphalopodes, si on les perturbe, ça enlève des consommateurs qui sont essentiels pour l'équilibre de la chaîne alimentaire, et dans ce cas-là, on perturbe le tout. Donc, si on empêche trop, eh ben, on va avoir un problème. Donc, les céphalopodes, c'est bon, mais avec modération.
Alors justement, parlons des céphalopodes et des pressions anthropiques. Alors, on va parler de la pêche, on va parler du CO2, l'acidification de l'océan, on va parler de la température, là, extrêmement petitement, et puis on va parler un petit peu plus de la lumière, puisque nous, c'est le facteur environnemental qui nous intéresse le plus dans le cadre de nos études. Alors, la pêche, les céphalopodes sont surpêchés depuis des années. Là, vous avez l'évolution en histogramme de la pêche, de la sèche, donc ma bête préférée, et vous voyez que la consommation, enfin la demande augmente de plus en plus et qu'on commence à y pêcher de plus en plus. Et à la différence des autres poissons, je dis des autres poissons parce que souvent on confond la sèche avec des poissons, mais vous savez maintenant que c'est un mollusque, eh bien la différence des autres consommateurs secondaires, il n'y a pas de quota pour les céphalopodes. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'en fout. Parce que les céphalopodes sont des animaux mous, qui sont visqueux, qui sont mous, et dont on n'a aucune idée, non seulement du cycle biologique, mais de l'importance dans la chaîne alimentaire. Alors évidemment, hein, ça peut paraître moins beau qu'un poisson, etc. Mais s'il n'y a pas de quota, la surpêche engendre inévitablement une diminution des populations et une mise en danger des espèces. Sauf que une étude de 2016 par Zoé Doubleday, a fait un inventaire de la quantité de céphalopodes qui étaient débarqués dans les ports, c'est-à-dire en théorie qui étaient pêchés, qui étaient déclarés. Et en fait, ce qu'elle a constaté, c'est que finalement, il n'y avait pas de diminution des populations. Alors, elle a considéré tous les céphalopodes, c'est-à-dire les céphalopodes côtiers, les céphalopodes pélagiques, etc. Et elle a dit, finalement, ils ont l'air de bien résister. Ils ont l'air de bien résister à la surpêche et peut-être que finalement, ils se développent plus vite que la pêche. Alors là, on était bien embêtés parce qu'on se dit, mais alors, comment ça se fait ? Ça veut dire qu'ils ont des mécanismes d'adaptation absolument phénoménaux. Voilà. On peut en douter quand même, hein, c'est-à-dire que les changements globaux dont on va parler tout de suite, enfin, en tout cas les changements d'origine anthropique, en particulier l'acidification des océans et l'augmentation de la température, peuvent avoir des conséquences importantes. Et François vous l'a dit tout à l'heure, mais il y a cette espèce d'inertie aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura une chute globale et qu'il sera trop tard. Vous voyez ? Donc en fait, si on n'essaye pas d'avoir une attitude de prévision et d'anticipation, et peut-être d'analyse un petit peu plus fine, parce que ça, c'était évidemment des modélisations, hein, on est un peu à la marge de l'observation directe, eh bien, on ne pourra pas aller loin. D'où la nécessité d'avoir des études scientifiques un peu plus approfondies. Alors, en ce qui concerne l'acidification des océans, là, je prends cet exemple-là parce que souvent, on dit que le pH, enfin la diminution du pH, va entraîner la dissolution des éléments minéraux, donc ça produit des dangers extrêmement importants, et Stéphanie vous en parlera tout à l'heure, cet après-midi, en particulier sur les coquilles. Sur les coquilles des mollusques, c'est dramatique. La sèche, elle, c'est la seule à avoir une coquille calcifiée interne. Donc, on voit ici d'ailleurs la structure. Quand on fait une coupe transversale, on voit des multiples alvéoles et on revient un petit peu sur l'étude qui a été montrée tout à l'heure par Olivier Massé, c'est-à-dire l'importance finalement de ces structures qui sont un peu tubulaires et qui vont occasionner des résistances importantes, en particulier à la pression. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe chez la sèche ? Lorsqu'on diminue le pH, il y a une hypercalcification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dissolution de la coquille, mais il y a une hypercalcification de la coquille. Alors pourquoi ? Parce que la sèche, en fait, a un système circulatoire clos, qu'il y a des bicarbonates qui circulent et qu'en fait, elle arrive à réguler cet excès de CO2 en précipitant le calcium et en faisant une hypercalcification de sa coquille. Alors, on peut dire, dis donc, elle a trouvé le truc et tout, c'est génial. En fait, elle n'est pas soumise à l'acidification des océans. En tout cas, il n'y a pas des effets négatifs. En fait, si. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une coquille qui est beaucoup plus lourde, la flottabilité, elle est moins optimisée. Et donc, ça peut avoir des conséquences sur la flottabilité de la bête. Alors, en ce qui concerne la température, il y a des études qui ont été faites. Et là, où c'était intéressant, c'est que c'était au cours du développement, parce que les œufs sont fixés. Donc, à la différence des adultes, ils ne peuvent pas se déplacer. Et déjà, j'attire votre attention là-dessus, c'est-à-dire sur la différence entre des espèces qui se déplacent et des espèces qui sont fixées et qui subissent
les changements environnementaux, eh bien, chez les embryons, on voit que la température va avoir un effet extrêmement néfaste sur alors pas sur le temps de développement, hein, puisque plus c'est chaud, finalement, plus le temps de développement va diminuer, mais sur le taux de survie. Hein, donc, les animaux vont se développer beaucoup plus vite, mais en fait, ils vont s'être développés trop vite, et puis ils vont éclore, et puis en fait, ils ne sont pas prêts, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc, quand ils ne sont pas prêts, ils se font manger, ils n'arrivent pas à achever leur développement juvénile jusqu'à l'âge adulte. Donc, vous voyez que ça a des conséquences importantes, même si aussi je mets un tout petit bémol sur le fait que ces variations de température sont des variations qui ne sont pas progressives. Donc, on ne peut pas exclure que les animaux développent des adaptations lorsque les changements de température sont beaucoup plus progressif. Là, vous voyez, il y a une différence de 2 degrés, bim, qui est mise sur un organisme qui n'est pas habitué à ces températures-là. Et peut-être que sur des décennies, il pourrait y avoir une adaptation. Donc, warning et pas warming. Nous, on s'intéresse à la lumière. Alors, pourquoi s'intéresser à la lumière, à la qualité, à la quantité de lumière ? Alors, vous savez qu'il y a des changements de l'ensoleillement, c'est-à-dire en termes de qualité et de quantité, qui est dû aux activités anthropiques. Vous avez tous entendu parler du trou dans la couche d'ozone qui va occasionner une quantité d'UV supplémentaire qui va arriver jusqu'aux organismes. Or, maintenant, on sait que le trou, il s'est un peu rebouché. Bon, sauf qu'il y a beaucoup de radiations ionisantes qui sont venues se surajouter à l'atmosphère et qui vont entraîner des ensoleillements maximaux auxquels ne sont pas habitués les organismes. Alors, des ensoleillements, ça veut dire des irradiations. C'est des irradiations lumineuses qui vont arriver jusqu'aux organismes. On sait qu'au niveau continental, il y a des augmentations progressives de l'irradiation. Alors, ces augmentations progressives, c'est un petit peu comme tous les changements, comme la température, et comme tout ce qui se passe à un niveau, à une échelle temporelle énorme. C'est-à-dire que vous avez des systèmes qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on a des années avec ensoleillement fort et puis des années avec ensoleillement moins fort, enfin taux d'irradiation moins fort, et puis après, ça réaugmente, mais globalement, ça augmente. Donc ça, c'est vrai au niveau des continents. C'est probablement vrai, mais évidemment, les études n'ont pas encore été faites, au niveau maritime, et en particulier au niveau côtier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau côtier. Alors, évidemment, c'est le niveau côtier parce que nos sèches, elles ont plus une vie côtière, et particulièrement la zone de balancement des marées. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, les organismes qui vont être fixés dans la zone de balancement des marées vont, du fait des marées, être soumis, on va dire, à des irradiations qui sont bien plus fortes que des organismes qui sont dans l'eau. Cela dit, ça dépend aussi du taux de sédimentation et de la qualité des sédiments. Ça dépend de la profondeur, c'est-à-dire que la lumière qui va être en surface ne va pas être de la même qualité que la lumière qui va être en profondeur. Quand on regarde le spectre lumineux visible, là on est dans le visible, c'est-à-dire encore une fois notre référentiel à nous, on a des ondes rouges qui vont être arrêtées très très vite dans les premiers mètres, puis ce sont les ondes vertes qui vont être arrêtées, et ce sont les ondes bleues qui vont pénétrer le plus profondément jusqu'à environ 100 mètres, où là on commence à avoir un noir, c'est plutôt 200 mètres, un noir absolu. Donc vous voyez que le taux par rapport au spectre du visible, le taux de lumière qui va arriver jusqu'aux organismes va dépendre de la profondeur à laquelle ils vont être. Donc, s'ils sont dans les 10 premiers centimètres d'eau, de toute façon, ils vont avoir la totalité du spectre lumineux. Sauf que ça dépend de l'environnement et en particulier de la turbidité, c'est-à-dire de la manière dont l'eau est trouble, dont les sédiments vont se déposer, vont être resuspendus. Et on voit que la qualité de la lumière va différer dans les eaux côtières où il va y avoir une diminution dans les 20 premiers mètres, c'est-à-dire assez rapidement. Et dans les eaux estuariennes, n'en parlons pas, c'est dans les 5 premiers mètres où la totalité de la lumière va disparaître. Et on voit sur la figure de droite qu'il y a une sélection du type de longueur d'onde. C'est-à-dire que ce sont les longueurs d'onde bleues qui sont en fait arrêtées le plus vite lorsque les eaux sont troubles. D'où l'importance des activités humaines et des sédiments qui sont relargués au niveau de la mer. François en parlait tout à l'heure. Donc, turbidité, activité humaine, mauvais pour les animaux côtiers.
Et nous ne parlons pas des lumières artificielles, des zones côtières, qui sont en permanence des sources de lumière lumineuse alors qu'on est en pleine nuit et que ça peut être embêtant, en particulier pour les espèces qui ont un mode de vie nocturne. Il y a un certain nombre de vertébrés, mais aussi de non-vertébrés comme les céphalopodes, qui sont supposés avoir un mode de vie nocturne, c'est-à-dire un mode de chasse nocturne, et qui peuvent être perturbés à la fois dans leur activité, dans leur comportement, mais aussi dans leur rythme interne et dans leur rythme de vie. Donc, au niveau de leur cycle biologique, il va y avoir une importance à prendre en compte de ces lumières artificielles côtières. D'autant plus que ces lumières artificielles côtières ont des spectres qui sont complètement différents de la lumière naturelle. On voit ici que les LED ont un enrichissement dans les ondes bleues qui sont considérables. On sait les effets néfastes sur la santé humaine. Il y a des rapports qui sont produits depuis des années sur les effets néfastes. Alors, qu'est-ce que ça fait sur les animaux marins? En fait, on n'en sait rien du tout. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ce n'est pas bénéfique? Est-ce que ça va être préjudiciable, non seulement à leur comportement, mais aussi à leur rythme de vie? Nous, c'est ce qu'on a essayé et c'est ce qu'on est en train d'essayer de voir. Dans le contexte d'évaluer les effets de la lumière sur le cycle biologique, la reproduction et le développement des organismes côtiers, parce que c'est tout le cycle de vie des organismes qui va être touché, on va essayer de comprendre comment l'embryon et le juvénile de la seiche répondent aux variations de lumière en termes d'intensité, de qualité et de quantité. Le développement de ces organismes. Quel est le rapport avec la photosensibilité? Alors, il faut savoir que la seiche vient pondre près des côtes. Elle attache ses œufs sur certains supports et vous voyez de suite que les œufs sont noirs. Ils sont déposés dans la zone de balancement des marées, donc dans une zone qui est sujette à être complètement exposée aux rayons lumineux et à l'irradiation lumineuse, puisque vous avez vu qu'avec les marées, les zones étaient découvertes. Pourquoi les œufs sont noirs? Eh bien, l'hypothèse, c'est que les œufs sont noirs parce que la mélanine qui a été déposée dans les enveloppes de l'œuf donne un avantage adaptatif pour protéger contre la lumière et en particulier contre les UV. Le développement se passe dans cet œuf. Il y a 30 stades de développement et au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure où la bête va grossir, en fait, l'œuf va gonfler. Et l'œuf va gonfler parce qu'il va y avoir du liquide qui va être en quantité plus importante. Et au fur et à mesure que cette enveloppe grossit, elle s'amincit. C'est-à-dire, c'est l'effet du ballon que vous gonflez. C'est-à-dire qu'il y a un amincissement des enveloppes autour. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a de la lumière qui va pénétrer jusqu'à l'embryon et qui va atteindre l'embryon du fait de l'amincissement de cette enveloppe? On sait, par des expériences de flash lumineux, alors c'est une étude de Romani et al. En 2012 qui a montré qu'il y avait une photoréactivité de l'embryon dès le stade 25, c'est-à-dire au moment où vous voyez qu'il y a une petite pigmentation de l'œil. Mais qu'au stade 30, c'est-à-dire juste avant éclosion, l'animal était déjà capable d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y avait un apprentissage, une acclimatation au flash lumineux. Donc, l'animal est capable de voir et d'interpréter le signal lumineux au travers de l'enveloppe de la capsule. Donc, il peut être dérangé par la lumière. La lumière, elle est captée par quoi? Alors, les organes photosensibles, bien sûr, celui que vous connaissez le plus, c'est l'œil. Donc, ce sont les organes oculaires, les yeux qui vont aller de la simple capsule jusqu'à l'œil extrêmement complexe, dit dévertébré. Les céphalopodes aussi ont des yeux extrêmement complexes. Ils sont ce qu'on appelle analogues à ceux des vertébrés, puisqu'ils sont composés, c'est un œil qu'on appelle camérulaire, il est composé d'une rétine, donc ça fait comme une chambre, il y a une rétine, il y a un cristallin, une cornée, un iris, et vous avez des photorécepteurs qui composent la rétine, mais il y a un seul type de photorécepteur, à la différence des vertébrés chez lesquels il y a plusieurs types de photorécepteurs. Donc un œil qui permet de capturer la lumière.
Mais il y a aussi des organes qui sont extra-oculaires, c'est-à-dire qui ne concernent pas la vision, qui ne vont pas être responsables de la vision. Et parmi ces organes extra-oculaires, on connaît, et dans tous les groupes animaux, des photosensibilités au niveau du cerveau, profond même des mammifères, mais également au niveau de la peau. Et c'est le cas aussi chez les céphalopodes, où une photosensibilité a été montrée par la présence de molécules photosensibles, dont on va reparler, au niveau du cerveau, au niveau des lobes optiques, qui captent les informations visuelles aussi, je vous le rappelle, et puis au niveau de la peau. Une photosensibilité au niveau de la peau, au niveau des yeux, au niveau des organes du système nerveux central, c'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu chez l'adulte de chez un céphalopode. Alors chez l'adulte d'un céphalopode, n'en parlons pas. Et alors chez un embryon, on ne sait pas. Alors pourquoi y aurait-il une sensibilité au niveau de la peau? La peau est responsable des patterns colorés, c'est-à-dire les motifs colorés. En fait, ces motifs sont dus à 3 types cellulaires, 2 types qui sont plus profonds au niveau de la peau, c'est une coupe transversale de la peau, les leucophores et les iridophores, qui sont des structures physiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des pigments qui vont donner les couleurs, mais c'est la réflexion des rayons lumineux sur des nanostructures qui vont rendre des couleurs, c'est-à-dire blanches parce qu'il va y avoir une réflexion totale, ou alors iridescentes parce que c'est un système multicouche. Alors, ce qui va nous intéresser plus, ce sont les structures superficielles, les chromatophores. Les chromatophores sont des cellules qui sont, en fait, c'est pas une cellule, c'est un vrai organe neuromusculaire. Il y a un sac au milieu, un sac qui est élastique, qui contient des pigments et qui est relié à des fibres musculaires et qui sont associés à un axone. Lorsqu'il y a un influx nerveux qui arrive sur ces chromatophores, donc sur ces muscles, qu'est-ce qu'ils vont faire, les muscles? Ils vont se contracter. Et en se contractant, qu'est-ce que ça fait? Ça étire le sac. Ça étire le sac, donc ça étire la plage de couleurs. Les chromatophores que vous voyez en bas, celui qui est noir, c'est parce que les muscles sont étirés, donc il est très gros. La plage de couleurs est grosse. Lorsque le chromatophore est relâché, les muscles ne sont plus contractés et la plage de couleurs est petite. C'est ce que vous voyez, le chromatophore orange. Il y a des chromatophores de différentes couleurs, ça va du jaune au brun noir en passant par le rouge. Et ça, c'est la qualité des pigments dans le sac. En fait, les motifs et les patterns sur la peau, c'est la résultante de l'interaction de la lumière sur ces différents éléments. C'est-à-dire quand les chromatophores sont étirés ou quand les chromatophores sont relâchés, la lumière va parvenir aux iridophores ou aux leucophores qui sont en dessous et puis va repartir, va être absorbée, etc. Donc, cette interaction-là, elle dépend du système nerveux central qui contrôle les chromatophores et qui donne les ordres, directement. Ça veut dire que, comme c'est nerveux, les changements, ils sont en 1 millième de seconde. Et ces patterns, les changements de ces patterns, à la différence des comment ça s'appelle là, les reptiles qui oui, les caméléons, mais pourtant mais je le méprise tellement celui-là que j'arrive pas à m'en souvenir. Non, parce que le caméléon, c'est très très long les changements de couleur. C'est en fait quand c'est 3 minutes, c'est hyper rapide. Donc vous voyez que intéressons-nous plutôt aux animaux marins qu'aux animaux terrestres. Voilà. Donc les patterns sont dynamiques. Et là, alors j'ai un petit film, mais bon, je peux pas, c'est trop long, mais vous voyez que les changements ne concernent pas seulement la couleur, mais aussi la texture. C'est-à-dire qu'on passe de en haut à gauche à en bas à droite en 2 secondes et encore, c'est comment je les compte et tout ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à visualiser les changements. Parce qu'il y a des changements dans la texture, évidemment dans la morphologie du corps, c'est plus facile avec une pieuvre, mais aussi dans les contrastes qu'elle va occasionner, dans la manière dont elle va se positionner, enfin voilà. Donc ces changements sont absolument remarquables et extrêmement rapides. Et ces changements, en fait, ils ont été sélectionnés. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de coquilles chez les espèces actuelles et que pour échapper aux prédateurs, il n'y a pas 36 solutions, c'est-à-dire qu'il y a une sélection et que cette sélection, elle a conduit à ces patterns colorés, ces motifs qui permettent le camouflage. Alors, à la fois, ça permet d'échapper aux prédateurs, mais ça permet aussi, entre autres, de pouvoir se cacher pour attraper des proies. Donc, en fait, il y a une double fonction.
Alors, c'est évidemment en milieu benthique, hein, c'est-à-dire sur le sol, l'homochromie qui est privilégiée, même s'il y a bien d'autres patterns de camouflage. Et ces patterns, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont mis en place extrêmement tôt et d'une manière extrêmement programmée. Donc, vous avez un embryon de seiche en haut et un embryon de calmar en bas. Donc, comme disait Guillaume Massé, c'est joli quand même. Donc, il faut s'y intéresser. Et il y a une différence, vous voyez, qui est due en fait au mode de vie, parce que le petit calmar, lui, quand il va naître, il va être dans la colonne d'eau, donc il n'a pas intérêt à être trop coloré, il vaut mieux qu'il soit un peu transparent, alors que la petite seiche, elle, quand elle éclot, eh bien, elle adopte immédiatement le mode de vie des adultes, il vaut mieux qu'elle soit déjà en capacité de se camoufler. En fait, ce qu'on observe, c'est que dans l'œuf, il se passe tout. Donc, il y a déjà une différenciation des lobes du cerveau, une différenciation des yeux, de la pigmentation des yeux. Donc, tout ça mature. Ça veut dire que les informations visuelles arrivent au niveau du cerveau, elles sont interprétées, elles sont analysées. Et puis, il y a une réponse qui se fait, en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse, sur l'organisation des éléments, des motifs de la peau et donc les patterns colorés. Donc, elle est capable d'adopter du camouflage et de s'adapter à l'environnement, même avant la naissance. Il y a déjà des patterns qui sont préenregistrés pour lui permettre en fait d'être efficace à la naissance et de pouvoir se camoufler. Alors la lumière, elle a, oui ça j'ai oublié de vous le dire, mais on sait sur les chromatophores que les chromatophores sont sensibles à la lumière. C'est-à-dire que les patterns, le motif des patterns est adapté parce que aussi il y a des molécules photosensibles qui sont incluses dans les chromatophores et qui permettent d'adapter localement les motifs. Donc, en fait, nous, on s'est posé la question de savoir, bon, déjà au cours du développement, ce qui se passe, mais justement, quand est-ce que c'est prêt? Est-ce que la lumière qui traverse la capsule de l'œuf va avoir une influence sur le développement, sur la pigmentation de la peau, mais aussi sur le système qui contrôle ces motifs, c'est-à-dire les yeux et le système nerveux central. Alors, les molécules sensibles à la lumière, c'est pas très compliqué, n'ayez pas peur, ça fait un peu peur, mais pas du tout. En fait, celles qui vont détecter la lumière et permettre de faire donner une réponse à certains organes. Alors, vous avez donc l'organe qui est l'œil, le cerveau, etc. Vous avez des photorécepteurs et surtout, ce qui est intéressant en bas, c'est que lié à ces photorécepteurs, donc à ces cellules particulières, il y a des molécules et que ce sont ces molécules qui vont détecter la lumière. Il y a deux types de molécules qu'il faut avoir en tête. Il y a ce qu'on appelle les cryptochromes. Alors, les cryptochromes, c'est intéressant parce que ce sont des molécules qui détectent les UV, la lumière bleue, et qui aussi est responsable du rythme journalier. En fait, les cryptochromes, elles ont été détectées chez les plantes parce qu'on s'était aperçu que les plantes, elles avaient un espèce de rythme comme ça qu'on appelle le rythme circadien. C'est-à-dire 12 heures, je dors en gros, et puis 12 heures, tout ça. Puis on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Tiens, on a découvert les cryptochromes. On s'est dit, c'est ces molécules qui sont responsables du rythme journalier, c'est formidable. Et puis après, on s'est dit, ouais, d'accord, bon, les plantes, c'est vrai, des fois, on dit qu'elles sont intelligentes, alors peut-être que chez nous aussi, il y a des cryptochromes. Et chez les animaux, on s'est aperçu qu'il y avait des cryptochromes aussi, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être responsables, en partie avec d'autres molécules, du rythme journalier, peut-être de la détection des UV de la lumière bleue. Mais ça a été détecté, je veux dire, il y a 15 ans, même pas, quoi, il y a entre 10 et 12 ans qu'on sait qu'il y a des cryptochromes chez les animaux. Parce que personne n'avait pensé à les chercher, vu que c'était une caractéristique des plantes. On ne pouvait pas, nous, être des plantes quand même. Et ben, en fait, du coup, on dit que les plantes sont intelligentes. Vous voyez, voilà. Alors, les opsines, c'est la deuxième catégorie de molécules. Il y en a une très grande diversité. C'est un groupe immense. Et juste pour faire simple, les opsines, elles sont liées à un petit truc rouge là que vous voyez au milieu qui s'appelle le rétinal. En fait, le rétinal, il est sensible à la lumière. La lumière arrive, elle dit au rétinal, rétinal, ouvre-toi. Et hop, le rétinal s'ouvre et hop, l'opsine devient active et hop, elle active une cascade de signalisation cellulaire. Et donc, après, la cellule, elle peut faire des tas de choses, mais parce qu'il y a différents intermédiaires et différents partenaires, c'est jamais une seule molécule, différents partenaires qui peuvent permettre une réponse de la cellule. Alors, voilà cette image magnifique. Vous avez à gauche la diversité des opsines, 3 grands groupes. Et puis, alors ça, c'est tous les animaux possibles. Et puis, vous avez ici à droite, vous voyez en bleu toutes les opsines qui ont été détectées dans les yeux, en rouge celles qui ont été détectées dans le cerveau et dans le système nerveux central, et en orange dans la peau.
Et donc, vous voyez, en fait, il y a une multiplicité d'opsines qui sont un peu partout. Donc, il y a des opsines visuelles, des opsines non visuelles, et ça dans tous les tissus. Et ces molécules ont été montrées chez les céphalopodes. Il a été montré qu'il y en avait évidemment dans l'œil, dans le système nerveux central, donc les yeux, le lobe optique, comme je vous disais, mais également dans la peau, associés aux chromatophores, et c'est ce qui permettrait ces ajustements extrêmement fins des patterns et des motifs. Donc chez le calmar, chez la pieuvre, mais aussi chez la seiche. Donc il y a bien une photosensibilité due à la présence de ces molécules de tissus qui sont non visuels. Alors, au niveau embryonnaire, ça, c'est une étude qu'a menée Morgane Bonadé, qui était doctorante dans l'équipe. Elle a essayé de chercher ces molécules chez l'embryon pour savoir si finalement elles étaient responsables justement de cette photoréactivité qui a été montrée à partir du stade 25. Et en fait, on s'est aperçu que oui, il y avait des opsines tout au cours du développement. Donc, vous voyez, du stade 25 au stade 30, il y avait des opsines, des rétinochromes, mais aussi des cryptochromes. Les cryptochromes qui sont responsables de la sensibilité aux UV, qui sont aussi responsables du rythme. Et donc, on est en train d'explorer un petit peu plus ça. Alors, dans l'œil, mais pas seulement dans l'œil. Également dans le système nerveux central, alors là, assez tard au cours du développement, mais après éclosion chez le juvénile et chez l'adulte, on a montré qu'il y en avait aussi dans le cerveau et les lobes optiques, et puis dans la peau, tard dans le développement, pareil, un peu avant éclosion, et donc et puis chez le juvénile et chez l'adulte, bien sûr, et donc c'est un petit peu comme si finalement il y avait une préparation juste avant éclosion, au moment où l'animal est capable d'interpréter tous les signaux lumineux, eh bien une préparation de l'organisme entier à recevoir des signaux lumineux pour apporter les réponses adéquates après l'éclosion. Alors ça, c'est les études qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye d'étudier le spectre lumineux et l'expression au cours du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à est-ce que la lumière a une importance au cours du cycle de vie, sachant, je vous le rappelle, que la bête va déposer ses œufs dans la zone de balancement des marées, et que la bête, ça j'ai oublié peut-être de vous le dire, c'est qu'après la reproduction, elle meurt. Donc en fait, elle a une saison de reproduction. Donc elle a une seule, on va dire, une seule possibilité de produire des œufs, de produire de la descendance. Les mâles et les femelles, je le dis tout de suite. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les femelles qui meurent parce qu'elles s'occupent de leur bébé, tout ça, tata, non, non. Les mâles aussi meurent. Donc, tout le monde meurt. Alors, enfin, sauf les bébés. Mais donc, en fait, il y a peu de… Disons que c'est un cycle qui est hypersensible. C'est-à-dire qu'elles viennent près des côtes, les œufs sont attachés près des côtes. Donc, s'il y a trop de perturbations au niveau des côtes, eh ben, c'est dramatique parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de pouvoir avoir des nouvelles pontes et des nouveaux individus. C'est-à-dire que si un jour, il y a un cataclysme au niveau des côtes françaises, au moment où les œufs sont pondus, il n'y aura plus de sèche, plus jamais. Voilà, j'ai donné un côté un peu dramatique, vous comprenez l'enjeu. Elle dépose dans la zone de balancement des marées, voilà Roscoff avec la merveilleuse estacade de Roscoff. Donc, quand vous viendrez à Roscoff, je fais comme Guillaume Massé, quand vous viendrez à Roscoff, peut-être en octobre, vous pourrez voir cette estacade. Et donc, il y a une irradiation très, très importante. C'est en Bretagne, mais on a fait des mesures sur le terrain. Et je peux vous dire que le nombre de luxe qui arrivent sur la plage, il est énorme. Il est énorme aussi parce que à cet endroit-là, il n'y a pas des sédiments qui sont très, très, très fins. Et donc, le sable va avoir tendance en fait à refléter les rayons lumineux. Ce qui fait que dans les 20 premiers centimètres, on n'a pas d'atténuation du spectre. Donc, la Bretagne, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une zone qui est extrêmement riche en termes de biodiversité, parce qu'il y a une adaptation. Bon, je vais arrêter de faire la pub de Roscoff. Donc, et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer justement le développement de ces bêtes, à la fois donc en lumière naturelle et puis avec un éclairage artificiel, que ce soit avec des tubes T8, vous savez, les tubes néons là, ou avec les LED, dont je vous rappelle qu'ils sont super enrichis en bleu. Alors, on teste si la lumière, en termes de qualité, quantité, bon, ça y est, ça, vous avez compris, et donc on met en place des expérimentations. Donc, on a déjà mis l'année dernière, grâce à un projet Alliance Sorbonne Université, un projet qui s'appelle Upside, qui t'entête à essayer de montrer l'effet des UV sur le développement. Et en particulier, le rôle de la capsule noire, c'est-à-dire est-ce qu'elle arrête, je caricature un peu, mais est-ce qu'elle arrête les UV ou est-ce qu'elle n'arrête pas les UV?
Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que la quantité d'UV qui va arriver jusqu'à l'embryon va augmenter au cours du développement du fait de l'amincissement de la capsule? Et puis, il y a un autre projet qu'on est en train de mettre en place qui est l'effet du spectre et des intensités, où là, on va regarder l'effet des LED des éclairages LED et des éclairages des tubes T5. Donc, vous avez vu qu'il y a des spectres différents sur le développement de l'embryon à des intensités qui vont être très hautes, normales, hautes. Très hautes, en expérimentation, on n'arrive même pas à atteindre les niveaux d'irradiation sur le terrain à Roscoff, c'est vous dire. Et donc, comment on fait? Eh ben, on va à Roscoff, il y a toute une équipe en place dont je vais parler juste après. Il faut récupérer des géniteurs ou des œufs sur les casiers des pêcheurs. Et puis, grâce au centre de ressources biologiques, donc là, il n'y a que 2 personnes, mais il y en a beaucoup plus, donc Gaëtan Chiret, Sébastien Henry, eh bien, l'expérimentation peut être mise en place parce que ils vont récupérer les œufs, à partir des géniteurs, dont ils vont aussi prendre garde au bien-être dans le cadre de l'expérimentation animale. Les céphalopodes sont maintenant inclus dans la législation de 2013 sur le soin à apporter aux animaux dits de laboratoire. Et là, c'est de la faune sauvage, donc c'est encore plus compliqué. Et puis, on va mettre en place, Gaëtan et son équipe va mettre en place des structures qui vont permettre de tester alors les UV ou les intensités lumineuses sur le développement des œufs. Je finis par le biomimétisme, parce que quand même, voilà, je peux aussi parler des céphalopodes sur le biomimétisme. Donc, vous avez cette fameuse coquille de nautile avec le nombre d'or. Bon, après, voilà, on n'en fait rien de plus. Voilà. Cela dit, il y a eu énormément d'études qui ont été montrées. Bon, là, c'est une de 2015, mais depuis, il y en a eu 12 000 watts sur essayer de reconstituer la manière dont les chromatophores s'étirent et se relâchent et comment ils arrivent à créer des motifs rien qu'avec l'environnement et en particulier une stimulation lumineuse. Alors là, c'était une stimulation électrique, mais il y a une étude de 2021 qui a essayé de montrer qu'avec des longueurs d'onde différentes, on arrivait à simuler des chromatophores artificiels. Donc là, ils essayent de reconstituer des couches chimiques, artificielles, pour essayer de retrouver le schéma biologique. De la même manière, je vous parlais de l'iridescence, donc c'est pareil, là il y a eu des tentatives de reconstitution d'écrans plasma avec des grandes variétés de couleurs qui pouvaient être supérieures à ceux qu'on a actuellement, rien qu'en essayant de reconstituer le système multicouche variable qui est observé dans la peau des chromatophores, dans la peau des céphalopodes. Et donc, ces mêmes systèmes, c'est-à-dire la combinaison chromatophore plus iridophore, a été aussi utilisée pour combiner en fait les 2 éléments pour faire des membranes autoréactives à la lumière. Et puis, voire pour du matériel militaire, il y a quand même 6 millions de dollars qui ont été donnés pour des recherches militaires. Ça, c'est un biomimétisme un peu moins joli, mais bon, en même temps, on a des téléphones portables parce que la recherche militaire s'y est intéressée, n'est-ce pas? Et donc, vous avez ici des drones qui ont en fait une surface qui s'inspire des céphalopodes, de la peau des céphalopodes. Alors, les céphalopodes sont-ils les champions de l'adaptation au changement? Oui et non. Alors oui, parce que ce sont des animaux qui sont capables de s'adapter extrêmement rapidement aux conditions environnementales, mais qui peuvent mourir de stress quand les conditions sont trop drastiquement changeantes. Le fait qu'ils aient une physiologie et une organisation, on parlait du système circulatoire clos qui permettait de résister temporairement à l'acidification, ça peut les aider. Ils ont aussi une gamme de tolérance à la température, en particulier au niveau embryonnaire. À la lumière, on ne sait pas encore, mais ça, c'est quelque chose qui a creusé. En tout cas, voilà ce que disait Théodore Monod. Alors, il faut regarder vers la mer. La mer a été le berceau de la vie et elle sera peut-être un jour ou l'autre le refuge de la vie. Soit que des animaux terrestres réussissent à retourner à l'eau, soit que des animaux marins décident un jour une nouvelle fois, puisque ça s'est déjà fait autrefois, d'inventer la respiration pulmonaire. Et alors, le groupe auquel je pense le plus, ce sont ce qu'on appelle les céphalopodes. Eh bien, c'est un groupe étonnant à beaucoup d'égards au point de vue de son anatomie, des organes d'essence extraordinaires, presque un crâne, du cartilage, un psychisme déjà extrêmement développé. Mais le jour où ces gens-là
inventeraient la respiration pulmonaire d'une part et d'autre part trouveraient le moyen de préserver leurs œufs contre la dessiccation, ils pourraient débarquer. Ça changerait peut-être beaucoup de choses dans l'avenir de l'évolution biologique. Voilà. Alors ça, c'est les collaborateurs qui sont actuellement dans la SAFE Team, Yann Bassaglia, Luis Molina, Manon Jouando et puis Morgane Bonadé, doctorante, donc j'ai montré le travail, et Boudjema Imarazen. Voilà, je mets ma petite vidéo favorite. Le temps que vous posiez des questions, ce sont des juvéniles qui sont pris à Roscoff dans l'aquarium. Et vous voyez qu'on parle de soins aux autres comme caractéristique des primates. Ben, je vous laisse admirer. Elle lui fait un petit massage. Elle la nettoie. Vous voyez le soin qu'elle apporte en fait à ses congénères dans le premier stade de sa vie. C'est des petits juvéniles qui ont 1 mois. Et vous allez voir la réaction quand il y a une petite bête qui va passer assez vite. Je ne vais pas passer. En fait, il va y avoir une réaction de changement de couleur que vous allez voir en direct. Donc, on dit que ce sont des animaux qui ne sont pas conscients. Mais voilà, là, la petite bête est passée. Hop, elle l'a vue. Vous l'avez vu, elle a fait un petit flash lumineux. Voilà. Bon, je peux regarder ça des heures. Hein. Ok, merci. Tout à l'heure, j'ai observé la présentation et concernant notamment le poulpe. Ça me parle parce que je me rappelle, moi qui suis sportif, je me rappelle de Paul Le Poulpe. Et Paul Le Poulpe, qui était donc cette pieuvre, ce poulpe qui a défrayé la chronique et qui, pour l'Euro, à l'occasion de l'Euro 2008 et de la Coupe du Monde 2010, avait donc prédit sur 14 rencontres, 12 de ces prédictions étaient justes. Donc, ça justifie un peu voilà, cette extrême intelligence, mais la prédiction également. Ce qui me ramène au poulpe, c'est de savoir comment est-ce que l'on fait pour établir ou du moins mener des tests pour établir cette intelligence déjà, est-ce qu'il y a des tests bien précis des appareils, mais également est-ce que les scientifiques n'ont pas pensé à, pourquoi pas, se servir de cette intelligence pour pouvoir peut-être améliorer celle de l'homme, je ne sais pas. Merci. Bon, alors, Paul Le Poulpe, déjà, c'était probablement un hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Je dis bien probablement, je fais comme dans le truc du GIEC. On peut penser que c'est probablement, sûrement, très, très sûrement un hasard. Tout simplement parce que les céphalopodes ne voient pas les couleurs. Donc, en fait, tout dépend de la manière dont était positionné le drapeau, la géométrie des drapeaux et l'intensité de chacune des couleurs. Parce qu'en fait, ils sont capables de détecter les intensités, les contrastes de manière bien plus fine que nous. Donc, en fait, ils ont probablement été attirés plus par la disposition des formes géométriques et les variations de gris
puisque lui, il perçoit en gris, entre guillemets, que par le fait que c'était l'Espagne ou la France ou, voilà, qui allait gagner. Alors, les tests qui sont faits, c'est des tests de comportement. C'est-à-dire qu'on leur donne à résoudre un problème complexe qui va être, par exemple, une boîte de plexiglas avec 4 portes différentes et il n'y a qu'une porte qui permet d'accéder au crabe. Et en fait, on leur fait faire l'expérience une fois, donc ils vont mettre 3 minutes, mais ils vont y arriver quand même, 3 minutes avant de pouvoir ouvrir la bonne porte. La deuxième fois, 2 minutes. La troisième fois, 30 secondes. Et la quatrième, ils y vont tout de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des capacités d'apprentissage. Moi, j'appelle ça des capacités cognitives, aussi de mémorisation, plus que de l'intelligence. Encore une fois, je ne sais pas trop comment on peut mesurer, moi, l'intelligence. Et donc, ils sont capables d'apprentissage par l'expérience, mais ils sont capables d'apprentissage aussi, comme je le suggérais tout à l'heure quand je vous parlais du tuto, par l'observation. C'est-à-dire que si on met un poulpe dans la cage à côté, dans l'aquarium à côté, et qu'on le fait regarder son copain ou sa copine en train d'ouvrir les portes, lui, si on le met en présence de ce problème de plexiglas, de boîte et de porte à ouvrir, il va aller direct à la bonne porte. Donc en fait, cet apprentissage par l'observation, et non pas l'apprentissage uniquement par l'expérience corporelle, ce n'est pas donné à tous les animaux. On va dire ça comme ça. Ils ont une conscience du corps qui est nettement supérieure à la nôtre. Une conscience de leur corps par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a, chez les poulpes, il y a une zone qui est incompressible, c'est la zone entre les 2 yeux parce qu'elle est cartilagineuse. Il sait que ça fait, admettons, 6 cm,3 cm, d'accord ? Et que là, ça ne peut pas passer plus. Et en plus, évidemment, au fur et à mesure où il grossit, ça change. Vous voyez, l'écartement entre les yeux, ça change. Et donc, si on lui donne à passer dans 3 trous différents, dont un qui correspond à 6,4 et les 2 autres à 5 et à 4, par exemple, il va regarder les trous, il va tâter là avec ses bras, pas ses tentacules, il va tâter, il va évaluer et il va faire « Ok, c'est celui-là qui correspond. Là, je peux passer, là, je ne peux pas passer. » Vous, on vous met en face d'une barrière avec des barreaux, vous dites « Ah ouais, je peux passer. » Puis vous faites ça, puis vous faites « Ah mince, non, je ne peux pas passer. » Pourquoi ? Parce que vous n'avez qu'une évaluation minable des distances de votre bassin par rapport à l'écartement entre les barreaux. Donc, c'est pour ça que quand on dit oui, mais en fait, les hommes, nous, on est intelligents, parce qu'on sait faire des tas de choses. Ouais, gars, mais tu n'as aucune évaluation de ton corps par rapport à ton environnement. Donc, c'est là où j'insiste un petit peu là-dessus, sur les référentiels qu'on a. Alors, effectivement, on pourrait s'en inspirer. C'est-à-dire faire des apprentissages, des camps d'entraînement à la perception de son corps. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très utile. Il vaut mieux dessiner, quoi. Ou de la danse, voilà. Ou de la danse, exactement. Et voilà. Donc, on a beaucoup parlé des proliférations de poulpes, là aussi, dans la presse ces derniers temps. Donc, j'ai été très, très sollicitée par vos collègues journalistes en place sur le sujet. Et c'est compliqué à expliquer, mais à chaque fois, je disais oui, je vais réexpliquer. Juste 10 minutes, il disait à chaque fois, puis ça durait 1h30 parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants du problème qui est très, très, très compliqué.